cette vidéo, nous allons nous intéressons à la deuxième partie du NAT, qui est le NAT dynamique. Donc, dans la première partie du NAT statique, nous avons vu que la configuration du NAT statique sur le routeur R1 a permis une translation de l'adresse privée du PC1 en adresse publique, chose qui lui a permis de communiquer avec le serveur. Et si on voulait que les autres stations, donc en l'occurrence la station PC2, puissent faire la même chose, il fallait reconfigurer le NAT statique pour toutes les autres stations. Et donc cette solution n'est pas pratique si on a une multitude de stations. Donc, comme alternative, nous avons le NAT dynamique dont la configuration passe par les étapes suivantes. Donc déjà, le concept de NAT dynamique va permettre de faire correspondre à toutes les adresses privées des adresses publiques, et du coup ceci va permettre la communication de toutes nos stations avec le serveur dans cet exemple. Pour ce faire, il faut déjà commencer par si on commence, c'est-à-dire si on fait une nouvelle topologie avec une nouvelle configuration, donc on passe directement à la configuration du NAT dynamique. Par contre, si on continue sur l'ancienne configuration, c'est-à-dire si c'est une continuation de la vidéo précédente, donc dans ce cas-là, il faut déjà commencer par supprimer la configuration du NAT statique. On revient au routeur R1, et il faut, donc si vous vous rappelez, nous avons mis comme ligne de commande IPNAT inside source statique avec l'adresse privée qui doit se convertir en adresse publique. Il faut justement reprendre cette ligne et la précéder par un no afin d'éliminer le NAT statique. Voilà. Donc si vous vous rappelez aussi, nous avons configuré l'interface F00 comme appartenant au NAT inside, et l'interface S20 appartenait au NAT outside. Donc cette désignation va rester la même pour n'importe quel type de NAT. On ne la change pas. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième étape, où il faut définir un pool d'adresses ou une plage d'adresses publiques en juste indiquant l'IP adresse de début et l'IP adresse de fin. Donc IPNAT pool, un nom du pool, donc le nom il est au choix, avec l'adresse début et l'adresse fin. Dans notre exemple, c'est le réseau 210.0 et le netmask. Donc, IP NAT pool. Là, on va prendre comme nom du NAT pool NAT LAN, mais vous pouvez choisir n'importe quel nom qui fait référence à votre pool. Donc pool NAT LAN, voilà, avec l'adresse de départ. Donc nous allons prendre comme adresse publique 200.10.0.3 par exemple,
Et l'adresse de fin, nous allons dire que c'est 200.10.0. Par exemple 10. Donc vous constatez donc que dans cet exemple, cette plage est largement suffisante pour couvrir les deux stations, pour faire la translation des adresses privées des deux stations. Par contre, si on a un très grand nombre de PC ou de hôtes ou de stations de terminaison, dans ce cas-là, il faut élargir la plage. Et il ne faut pas oublier le netmask, le masque de réseau ou de sous-réseau, qui est le 255.255.0.0. Voilà. Ensuite, le quatrième point, il est à définir donc ce qu'on appelle la ALC, l'Access List. Donc cette notion d'ALC, c'est justement ce qu'on avait mis en objectif dans la première partie du NAT. Nous avons dit que les routeurs, en plus du fait de véhiculer des paquets avec leur IP source et IP destination d'un point à un autre, donc en même temps, ils permettent de faire ce qu'on appelle le filtrage de trafic. Et ce filtrage de trafic, justement, il se fait avec l'ALC. Il se fait avec l'ALC. Donc, dans notre cas, on va désigner quel est le réseau privé qui va être converti ou qui va être, dont les adresses vont être translatées en adresse publique. Alors, dans notre cas, c'est le réseau 192.168.1.0. En même temps, on peut justement enlever certaines adresses qu'on ne veut pas translater. Donc, par exemple, on peut enlever l'adresse de la gateway. L'adresse de la gateway n'a pas à être translatée en adresse publique. Uniquement les adresses de station vont être translatées ou on va leur trouver des correspondances dans le réseau public. Donc, adresse 192.168.1.1, on va l'enlever de l'access list. Donc, pour justement permettre la translation, le réseau, on va lui donner une permission. Par contre, l'adresse de la gateway, on va lui enlever la permission. On va lui enlever la permission de translation. Donc, la commande à utiliser, c'est deny. Ici, c'est permit. Et pour l'adresse de la passerelle, il faut la précéder par deny. Donc voilà. Donc la création de l'access list se fait avec la commande access list 1. Donc on va nommer notre access list 1 qui va permettre le réseau avec son masque générique. Donc il faut faire attention ici. On utilise l'inverse masque et non pas le masque direct. Et on peut en même temps enlever certaines adresses de cette access list, de cette permission, en les précédant par deny. Et ici, on avait dit qu'on va enlever l'adresse de la gateway. Donc, access list. Bon, je vais tout simplement copier cette ligne. Donc, dans le routeur, pardon. Access list 1 permet, donc l'adresse réseau c'est le 192.168. Je vais enlever ça. « 1.0 », très bien. Le masque, l'inverse masque ou le masque générique. Donc le masque direct ici c'est le 3 x 255.0.
Et son inverse, c'est 00.0.255. Donc c'est le même concept enfin, c'est le même masque qui a été utilisé, si on se rappelle bien, dans la configuration du routage OSPF. Et on peut, en même temps, ce qu'on disait, on peut enlever, avec la commande DNAME, on peut enlever l'adresse de la gateway. Très bien. Donc, récapitulons, nous avons défini un pool d'adresses publiques, un réseau, une access list de réseau privé qui va être translaté. Maintenant, il faut justement faire le lien entre ces deux points. Et à ce moment-là, on configure notre on configure notre NAT dynamique. Donc la commande, c'est IPNAT inside source A. Donc en comparant avec le statique, à ce niveau, on mettait la source est statique. Et il fallait définir l'adresse privée et l'adresse publique. Par contre, pour le NAT dynamique, il faut mettre le nom de l'access list, réseau privé, et le nom du pool qui contient la plage d'adresse publique. Donc voilà. Donc, IPNAT inside source, la liste 1 du réseau privé et le pool NATLAN qu'on a pris comme choix de nom pour la plage de 210.0.3 jusqu'à 210.0.10. Bon, ce qu'on n'a pas vérifié au départ, c'était justement, normalement c'est uniquement une vérification. C'est au moment de mettre no IPNAT inside source statique, il fallait revoir revenir au test de connectivité et voir que le PC1 ne peut plus communiquer avec le serveur. Donc normalement avec ça, avec ces trois principales commandes, nous avons configuré notre NAT dynamique sur ce réseau. Donc testons la connectivité entre le premier PC et le serveur. Ça passe pas, donc apparemment il y a un problème. Bon, nous allons voir pour le deuxième second. Pareil. Nous allons essayer de voir où est-ce qu'il est le problème. Apparemment, il n'y a pas de communication entre ces points, donc on va essayer de revoir si la configuration est correcte. Donc, pour le PCA, il n'y a aucun problème. Son adresse IP et sa gateway, pareil ici. Le serveur, l'adresse et la gateway. Maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau
au niveau du routeur. Donc pour le F00, la gateway, l'adresse IP c'est 11. Pour le serial c'est 210.01. Donc normalement il n'y a pas de problème. Bon, essayons de voir concernant le NAT. Le routage, par défaut est configuré. Nous avons enlevé le NAT statique, très bien. Ensuite, nous avons défini. Donc, si vous constatez, le problème est ici. Donc voilà, parce que j'avais fait un copier-coller. Donc le problème est là. Bon, c'est bien de faire. Certaines fois, dans la simulation, c'est bien de faire des erreurs pour justement voir, des cas où on peut, c'est-à-dire des cas d'erreur où on peut, sur lesquels on peut tomber. Donc là, on a nommé notre pool en minuscule. Donc, et ici, le nom du pool, il est en majuscule. Donc, justement, la correspondance n'a pas été faite parce que il ne connaît pas le pool NAT/LAN en majuscule. Donc, on va refaire cette ligne en pool NAT/LAN. Très bien. Donc là, justement, il ne connaissait pas. Même s'il a pris la ligne, donc il n'a pas mis d'erreur, mais il n'a pas pu faire de correspondance. Il n'a pas pu faire de correspondance entre le pool NAT/LAN en minuscule et l'access list qu'on avait défini. Donc maintenant, on va réessayer on va retester notre ping. Et vous constatez que le problème est résolu. Donc, le problème est résolu et il y a une connectivité entre le PC et le serveur. Bon, on peut aussi ouvrir la page web en écrivant, donc en tapant l'adresse du serveur, et très bien. Donc on a la page web, une page web très simple qui est hébergée au niveau du serveur. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir si les autres stations, donc dans notre cas le PC2, peut justement communiquer avec le serveur. Donc très bien. Il y a communication avec le serveur et on peut aller plus loin. Donc, bon, avant ça, donc, très bien, on peut ouvrir la page web. Maintenant, si dans le futur, il y a un nouveau client qui se connecte au réseau LAN. Donc normalement, d'une manière automatique, donc dynamiquement, il peut se connecter au serveur, donc sans refaire de configuration. Et justement, c'est tout l'avantage des configurations dynamiques. On l'a vu pour le routage et c'est pareil pour le NAT. Donc nous n'avons pas à configurer à chaque fois, de faire une configuration spéciale pour chaque station. Bon, il suffit bien sûr de lui donner une adresse, son adresse IP. Donc maintenant, si aussi on avait configuré un adressage des stations par DHCP, donc même à ce niveau-là, on n'a pas à écrire l'adresse de chaque station d'une manière statique. Donc elle est désignée ou elle est donnée directement par DHCP. Donc là, on va prendre comme IP
On avait 2, 3 et là on va prendre 4. Très bien. Et la gateway, c'est la même. 192.168.1.1. Très bien. Donc maintenant on teste la connectivité du PC 0 avec le serveur. Pardon, oui, 2.2. Voilà. Et directement, il se connecte directement au serveur HTTP. 192.168.2.2 pour la page web. Et voilà, on a accès à la page web. On a accès à la page web directement du PC, à partir du PC 0. Nous allons voir maintenant le diagnostic du NAT. Donc pour diagnostiquer le NAT, les commandes à utiliser, c'est show IPNAT translation, show IPNAT statistics et debug IPNAT, le débogage du NAT. Donc on va essayer de voir le show IPNAT translation et le débogage. Donc revenons au mode privilégié. Show IPNAT translation. Très bien. Donc voilà les différentes translations du réseau local au réseau global. Donc vous constatez que l'adresse du dernier PC a été translatée en adresse publique 210.0.5, celle du PC dont l'IP privé est 1.2.11.0.3 et l'adresse IP du PC du milieu 1.3 a été translatée en 0.4. Bien sûr, pour la destination, donc le local et le global est le même parce qu'on n'a pas fait de NAT au niveau du serveur. Donc ici, il y a les adresses privées, les adresses globales sont les mêmes. Par contre, au niveau du LAN, il y a eu une translation de toutes les adresses privées en adresses publiques, dont justement, dans le pool qu'on avait défini, le pool NATLAN, qui commençait à partir de 3 et se termine à l'adresse .10. On peut aussi faire un débogage. Debug IPNAT. Bon, là vous voyez que le débogage est en on, donc il commence, mais pour l'activer, on va refaire un ping. On va refaire un ping du PC vers le serveur. Donc, voilà. On va maintenant revoir notre débogage. Très bien. Donc là, on constate les différentes phases d'acheminement de nos paquets. Donc le NAT permet la circulation du paquet de la source dont l'adresse IP privée est 192.168.1.0. On peut très bien voir que cette adresse a été convertie, donc elle est vue par le réseau en 200.10.0.3 et non pas par son adresse privée. Et la destination, c'est celle du serveur HTTP. Maintenant, une fois que c'est fait, c'est au serveur de répondre et à ce moment-là, la source devient l'adresse IP du serveur qui va voir la destination. Il va voir la destination. Bon, je vais arrêter le débogage, comme ça on peut voir sans être gêné. Donc, debug all
Voilà, on arrête le débogage. Donc, si on regarde bien, donc le serveur il répond et à ce moment-là, le paquet va avoir son IP source, celle du serveur, et vous constatez qu'il regarde la destination avec son adresse publique qui va par la suite être convertie en adresse privée du PC numéro 1. Donc, je répète, pour le concept du NAT, l'accès à Internet ne peut pas se faire par adresse privée. Donc, il ne peut pas se faire par l'adresse privée et on est obligé de la convertir en adresse publique pour que justement il y ait communication entre nos stations et le serveur qui représente dans ce cas-là l'accès à Internet. Donc, si on fait la même chose pour il faut réactiver le débogage. Il faut réactiver le débogage. Très bien. Donc maintenant, on va voir la même opération pour le deuxième PC ou le troisième. Donc, il faut pinguer pour que le débogage s'active. Voilà. Donc pour la deuxième station, son adresse privée c'est 1.3. Elle a été convertie en 210.04 et la destination c'est toujours l'adresse du serveur. Donc elle a été convertie en adresse publique qui appartient au pool qui a été défini. Et pour la réponse, c'est notre serveur dont l'adresse est 2.2 qui va regarder cette station avec son adresse publique, donc le paquet a comme destination l'adresse publique, et enfin le NAT dynamique convertit cette adresse en adresse privée qui est celle de notre PC numéro 2. Donc grosso modo, c'est ce qu'il y a à savoir pour le NAT dynamique. Donc avec ça, nous avons vu les principaux points qui permettent de faire une configuration du NAT dynamique sur un routeur, et ceci va permettre l'accès de toutes les stations à un point dans le réseau, et dans notre cas c'est le serveur HTTP. Donc j'espère que cette explication a été claire, et je vous invite aussi de regarder la vidéo du NAT statique avant de passer au NAT dynamique pour qu'il y ait une continuité des concepts et des idées. Donc j'attends vos commentaires et retours pour justement qu'il y ait une interactivité dans les vidéos.